Il y a un proverbe que tout le monde connaît. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et lorsque les Romains pensaient leur histoire, lorsqu'ils la rêvaient, lorsqu'ils la célébraient à partir d'un premier jour. Et ce jour-là, pour les Romains, c'était le 21 avril 753 avant notre ère. Essayer de réfléchir à cette date, c'est se poser la question de savoir, au fond, quelle histoire fait cette date ? Peut-être que c'est une histoire d'avant l'écriture, d'avant l'inscription monumentale, d'avant l'exactitude du document. Et alors, il faudra aller la chercher entre le mythe et l'histoire. Et alors, il faudra, d'une certaine manière, comprendre si les légendes laissent des traces au sol. Pour recevoir le mythe de la fondation de Rome, il nous faut suspendre notre incrédulité comme Tite-Live avait choisi de le faire en écrivant son histoire romaine au début de notre ère. Prenons alors les récits pour ce qu'ils sont, des fictions qui disent quelque chose sur le cours du temps. L'histoire ne commence pas à Rome, elle commence dans la ville de Troie, défaite par les Grecs. Un homme fuit les flammes, son père sur le dos, son fils à ses côtés. C'est Énée le fuyard, qui après une longue errance dans la Méditerranée touche finalement les rivages du Latium, en Italie. Il fonde Lavinium, c'est le premier acte de la fondation de Rome. Énée est un fondateur, c'est le fondateur troyen d'une ville en Italie, mais cette ville n'est pas Rome, c'est Lavinium. Deuxième acte, c'est son fils, qu'on appelle Ascagne, parfois Iule. Son fils qui, lui, quitte Lavinium et qui va fonder une deuxième ville, qui est Albe. Le troisième acte est celui des descendants. La généalogie n'est pas claire, mais les auteurs s'accordent à dire que le descendant d'Ascagne est le roi Numitor. Numitor a un frère qui s'empare du pouvoir et qui contraint sa nièce Rhea Silvia à devenir vestale, c'est-à-dire prêtresse et chaste. Mais elle est violée par le dieu Mars pendant son sommeil. Des jumeaux naissent. Il s'agit de Romulus et de Rémus. Les enfants sont abandonnés, une louve les nourrit jusqu'à ce qu'ils soient recueillis par un berger qui passait par là. Devenus adultes, Romulus et Rémus veulent, comme leurs glorieux ancêtres, fonder une ville. Donc dans cette séquence, qui est la longue séquence de la fondation de Rome, il y a le geste fondateur. C'est le geste d'un homme penché sur l'arère qui donc trace le sillon. Il faut voir cette scène représentée dans beaucoup d'images et jusqu'à ce péplum de Sergio Corbucci qui date de 1961. Voilà un homme qui creuse au pied de la colline du Palatin. C'est Romulus, le conditor, qui a consulté les augures en observant les oiseaux dans le ciel. Parfois, il lève l'arère, là où vont se fixer les portes de la ville. Une limite se dessine entre le monde sauvage et le monde de la cité. Le taureau est à l'extérieur du sillon, la ville saura se défendre. La vache est du côté intérieur, la ville saura se nourrir. Par ce geste fondateur, Romulus vient de tracer le Pomerium. Le Pomerium que Romulus délimite par le creusement de ce sillon primordial sépare. Il sépare d'abord le monde des morts du monde des vivants. Le Pomerium, durant toute l'époque romaine, est la limite qui empêche les nécropoles de rentrer dans la ville. C'est un tabou absolu de la construction de l'espace gréco-romain. Le Pomerium est un lieu consacré. Durant toute l'époque romaine, sous la République comme sous l'Empire, les généraux en armes n'ont pas le droit d'y pénétrer. Quant aux licteurs qui protègent les consuls, ils doivent renoncer à leur hache pour franchir le Pomerium, car la peine de mort en est exclue. Romulus a tracé là une limite religieuse, administrative et politique. Retenons ceci, c'est un sol. C'est un sol qu'on griffe, c'est un sol qu'on délimite, c'est un sol qu'on marque. Et avec ce geste dit inscrire une empreinte humaine, et qui est ce moment-là qui définit le sol romain. Mais Rome a un rapport ambigu avec le sol. C'est une ville qui rêve du monde. À partir de ce premier geste du premier jour, Rome doit pouvoir construire son expansion et ses répliques pour tracer l'Empire romain.
Et puisque Rome se confond avec la culture grecque qu'elle a si profondément assimilée, c'est en fait l'empire gréco-romain que le pomerium doit délimiter. L'histoire de la fondation de Rome, c'est l'ombre projetée sur Rome d'histoire grecque de fondation coloniale. Il faut que Rome soit fondée comme a été fondée une colonie grecque. Et il faut que Rome ait été fondée ainsi pour que soient fondées des colonies romaines. Donc c'est de bout en bout une histoire de colonisation. Dans la cité romaine, le politique et le sacré s'imbriquent. Forum et temple se côtoient. Autour du Palatin, là où le pomerium se dessine, tout se nourrit du mythe, tel le forum de César, dédié à Vénus, la mère d'Énée, ou le forum d'Auguste, consacré à Mars, le père de Romulus et Rémus. L'empereur a fait bâtir un temple monumental entouré d'exèdres. Face à face, les statues des grands hommes de la Rome républicaine répondaient à celles des pères des origines, Énée et Romulus. Alors, si par définition le lieu de la fondation de Rome va à peu près de soi, il en est tout autrement de la date. La question historienne, c'est de quand date la date? Quelle est la date de la date? Depuis quand calcule-t-on ainsi, raconte-t-on ainsi la fondation de Rome? 21 avril 753. C'est une date trop exacte pour être honnête. Donc il faut bien qu'il se soit passé quelque chose. Bien sûr que de toute façon, on avance à tâtons. On est quand même sur un terrain très glissant. Les Romains calculent à partir de deux appuis, deux dates qu'ils considèrent, eux, comme certaines. C'est d'un côté la chute de Troie, 1184, et c'est de l'autre le début de la République romaine, 509. Entre les deux, il faut placer 12 rois d'Albe, des rois de Rome, et en fonction de la manière dont on calcule, ça fluctue en accordéon. Selon les auteurs, on hésite à plus ou moins 100 ans, de 814 à 729. Finalement, l'année qu'on retient, on la retient d'abord du fait de l'autorité de celui qui l'énonce. C'est Varron, un magistrat et un savant très respecté des Romains, qui vit au 1er siècle avant notre ère. Et Varron dit « Rome fut fondée la 3e année de la 6e Olympiade ». Cela peut alors être entre le printemps 754 et l'été 753. Le jour précis correspond à une autre tradition, l'anniversaire de la fête de Palès, déesse du bétail. Et voilà comment, à partir du 1er siècle avant notre ère, on arrive à la date du 21 avril 753. Il y a d'ailleurs un jalon qui est très sûr pour nous, c'est qu'en 47 de notre ère, l'empereur Claude fait célébrer le 800e anniversaire de la fondation de Rome. Donc 753 plus 47, ça colle, et c'est à partir de ce moment-là que le souvenir devient vivant, vivace, visible. Peu avant Claude, à la fin du 1er siècle avant notre ère, c'est Auguste, premier empereur romain, qui convoque le mythe de la fondation de Rome. Auguste a besoin d'un grand récit. Il lui faut entretenir le souvenir exalté des origines. Il charge donc Tite-Live d'écrire son histoire romaine, témoignage monumental de la grandeur d'un peuple. Denis d'Halicarnasse va au même moment consolider le mythe en écrivant en grec les antiquités romaines. Là, on a un socle. 1er siècle avant notre ère, c'est visible et c'est compréhensible. Donc c'est rassurant pour les historiens. La question, c'est de savoir si on ne peut pas aller plus loin, parce que quand même, c'est vertigineux. Si je dis que l'invention de Rome, c'est 700 ans après sa date supposée, ça fait quand même un écart chronologique qu'on a envie de réduire. Donc, est-ce qu'on peut remonter le temps et chercher, au fond, quelles sont les sources de nos sources? Pour entreprendre cette archéologie textuelle, il faut donc faire sauter ce verrou du 1er siècle pour atteindre le 3e siècle avant notre ère. On trouve alors Fabius Pictor, le premier auteur à raconter l'histoire de Rome, mais en la confondant un peu avec l'histoire de sa propre famille. Peut-on aller plus loin et faire également sauter ce verrou du 3e siècle? On situe aujourd'hui l'arrivée de l'écriture à Rome vers 630 avant notre ère, mais de 630 à 753, il y a encore du chemin. Nous voici au seuil de l'histoire,
le mythe et ses nuances peuvent prendre le relais. Ce mythe, il est plastique. On peut en faire différentes choses. Mais il y a quand même un épisode dans toute la séquence narrative sur laquelle on bute constamment, les anciens et les modernes. C'est le fratricide. C'est le fait que Romulus, le fondateur, ait tué son jumeau Rémus. Et ça, d'une certaine manière, ce crime odieux, le crime fratricide, comment on peut le concilier avec la grandeur de Rome? Car les jumeaux sont devenus rivaux. Ils veulent, l'un et l'autre, fonder une ville sur les lieux de leur enfance. Mais il ne peut y avoir qu'un fondateur. Des deux frères, il doit n'en rester qu'un. Les versions varient selon les auteurs. Pour certains, Rémus meurt lors d'une bagarre entre ses partisans et ceux de son frère. Pour d'autres, Romulus tue Rémus après que celui-ci ait franchi armé le Pomerium. Mais presque toujours, Rémus trouve la mort. Alors que disent les auteurs? Tous, d'une manière ou d'une autre, ils disent que Rémus a commis une faute. Il est celui qui franchit la limite. Qu'il l'a franchie d'ailleurs physiquement, puisqu'il saute par-dessus le fossé, par bravade ou par défi vis-à-vis de son frère. Et il lui aurait dit « Mais c'est quoi ta muraille? Regarde, hop, moi je peux passer de l'autre côté. » C'est peut-être pas une raison suffisante pour le tuer, sauf si on est évidemment dans la raison du mythe. Et parce qu'il faut dire aux dieux que Rome sera capable de se défendre contre tous ceux qui franchiront cette limite sacrée. Ce qui se fonde là n'est pas seulement une ville, c'est un système politique, c'est la loi. C'est une loi qui va s'imposer au monde impitoyablement et qui, en tant qu'elle est la loi, ne peut se fonder autrement qu'en violence. Fonder, c'est violent. Fonder, c'est faire violence au monde. Si on suit la leçon de la mythologie comparée, celle de Georges Dumézil, qui a théorisé la trifonctionnalité, c'est-à-dire le fait que dans les sociétés anciennes indo-européennes, pensait-il, il y a trois fonctions, la fonction religieuse, la fonction militaire et la fonction agricole et économique pour aller vite. Alors on peut dire qu'il y a une triple fondation de Rome. Rome se fonde par le rituel, Rome se fonde par la violence et Rome se fonde aussi sur la nécessité économique de peupler la cité. La ville a besoin de citoyens. Romulus crée un asylum ouvert à tous les fugitifs, les criminels, les exilés. Mais il faut des femmes aussi. Alors Romulus organise une fête à laquelle il convie le peuple voisin, les Sabins. Les Romains s'emparent des jeunes filles, c'est l'enlèvement des Sabines. À nouveau, la violence est au cœur du mythe de la fondation de Rome. Cette violence dont l'art va se délecter durant des siècles et qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui sur les murs du Capitole. Lorsqu'on parcourt les musées romains, on ne peut que se demander où est le temps lorsqu'il a passé. Parfois, on prend pour très ancien ce qui ne l'est pas tant. Le plus bel exemple, c'est évidemment la louve capitoline qu'on a cru antique pendant très longtemps, mais qui en fait est une statue du XIIe siècle. Face au forum, on est saisi par ce vertige de l'empilement, de l'étagement. La sensation que, au fond, ça se mesure comme ça, le temps. Ça se mesure en mètres de remblai. Il y a là quelque chose de puissant, dont on a la conscience ou la prescience et qu'on vient vérifier à Rome. Donc on ne vient jamais à Rome pour la première fois, car Rome se raconte depuis si longtemps. Au moment où on la voit, on l'a déjà vue. On retrouve des traces. Quelque part, on y était déjà. Rome n'est pas une ville comme les autres. Bon. Et donc, aller chercher les origines de Rome, même si on le fait avec toute la rigueur nécessaire des archéologues, c'est pas un geste anodin. Il y a là, au fond, quelque chose qui engage une passion politique plus profonde.
La lupa potrebbe aver allattato Romolo e Remo nella grotta santuario rinvenuta alle pendici del Palatino. Il sito è affiorato in un'area mai esplorata e corrisponderebbe alla leggenda. Questo è il foro di 30 cm di diametro attraverso il quale è scesa nelle viscere della terra la sonda che ha scoperto questo antro sotterraneo che dovrebbe essere il Lupercale. Così a 7,20 m di profondità si apre la volta, bellissima, del diametro di 6,56 m, completamente ricoperta di mosaici geometrici e di conchiglie. Évidemment, en toute rigueur, on ne devrait jamais dire « on a retrouvé la grotte de Romulus », mais on a retrouvé la grotte que les Romains identifiaient comme celle de Romulus. Bon, là, on est dans un contexte d'archéologie spectacle qui déroge pratiquement toutes les règles du métier. Le sous-sol de Rome fascine les Italiens depuis si longtemps que parfois la passion s'empare des esprits les plus scientifiques. Comme lorsqu'Andrea Carandini, le grand archéologue des origines de Rome, découvre en 1988 un mur au pied du Palatin et affirme « ce mur, datant de la moitié du 8e siècle, est le mur de Romulus ». Venant d'un historien mondialement reconnu, l'hypothèse, qui prête à controverse, fait tout simplement rêver. C'est une question fondamentale sur ce que peut l'histoire face au mythe. Et face à cette question fondamentale, l'archéologie comme discipline a beaucoup oscillé. Elle a oscillé entre l'hypercriticisme qui avait cours au XIXe siècle et puis la croyance de plus en plus affirmée qu'elle peut quelque chose pour aller au secours du mythe. Mais les archéologues sont d'abord les historiens des archives du sol. Ils n'y cherchent pas toujours des choses monumentales, mais des fonds de cabanes, des trous de poteaux. Ils cherchent des empreintes, là où le souvenir a pu laisser sa marque. Et c'est aux historiens des textes de s'interroger alors sur les relations entre la tradition littéraire et ce que le sol romain nous révèle, notamment depuis la découverte du lapis niger à l'aube du XXe siècle. Une découverte qui constitue pour l'historienne Audrey Bertrand un point de bascule. Le lapis niger, c'est un dallage de marbre noir qui a été découvert en janvier 1899. Donc par Giacomo Boni, qui est architecte de formation, archéologue également, et qui est en charge des fouilles du forum. Donc en fait, des premières fouilles quasiment de cet espace. Certains historiens de l'Antiquité disent que ce dallage marque la tombe de Romulus. D'autres disent que c'est la tombe de Faustulus, qui serait le père adoptif de Romulus et Rémus. D'autres disent que c'est la tombe du grand-père du troisième roi de Rome. On trouve quelque chose qui est cité par les sources littéraires. Ça donne l'impression qu'on a une preuve tangible, matérielle, de la véracité de ce que raconte Tite-Live, Denis d'Halicarnasse, Plutarque. Dans les mois qui suivent la découverte du lapis niger, on découvre sous le dallage un cippe, une stèle recouverte d'inscriptions en latin archaïque assez peu compréhensibles. Un mot va toutefois attirer l'attention des chercheurs. Le mot « requei », datif de « rex », c'est-à-dire « roi ». Pour certains archéologues italiens, plus de doute. On tient là la confirmation que la période royale a bel et bien existé. Donc paradoxalement, en fait, cette découverte archéologique, elle va d'abord être finalement utilisée pour confirmer les sources littéraires. Pour dire, on a encore une fois convergence. Voilà, on trouve une inscription avec le terme roi, donc ce que dit Tite-Live sur la période royale et donc sur la fondation est vrai. Donc à partir de la découverte du lapis niger, l'archéologie va prendre une place en fait assez particulière. Elle va servir en fait essentiellement à confirmer ou infirmer ce que disent les sources littéraires. Donc elle apparaît vraiment comme une science auxiliaire. C'est à partir de l'après-guerre où des fouilles plus systématiques, avec aussi la généralisation de la fouille stratigraphique, d'une fouille scientifique, va permettre à l'archéologie de poser ses propres questionnements. Alors l'archéologie, comme science des archives du sol, qu'est-ce qu'elle nous révèle de la fondation de Rome? Rien. Elle nous dit simplement qu'il n'y a pas de fondation, qu'il y a une formation. Mais s'il n'y a pas eu de premier jour, on commence quand?
Est-ce qu'on commence à raconter l'histoire de la formation du site avant les hommes, quand les grands événements telluriques sont les acteurs de l'histoire? Est-ce qu'on va parler du moment entre 1600 et 1400 avant notre ère, où les hommes ne sont que de passage? Disons en tout cas qu'entre 1300 et 1000 avant notre ère, on voit se former des villages. Ce sont les premières tombes qui apparaissent sur ce site qui deviendra le site de Rome. Il y a ce qu'on peut appeler, avec beaucoup de précautions, une proto-urbanisation. C'est au fond une histoire lente, presque imperceptible, pas très spectaculaire, que l'archéologie nous révèle. Bah oui, c'est de la science, hein. Et donc, cette archéologie, elle est très déceptive par rapport au mythe, parce qu'elle annule l'idée même qu'il puisse y avoir eu une fondation de Rome. Il y a eu une formation lente, longtemps indistincte, indiscernable, d'une ville qui commence à devenir une ville. Mais il n'y a pas eu de premier jour. On pouvait s'en douter. Il n'y a pas de premier jour, mais il y a un moment important qu'on date entre 640 et 580, au début de l'âge de fer. L'habitat a tendance à se resserrer autour du Palatin. Les cabanes deviennent des maisons aux toits de tuiles. Le sol est aménagé, particulièrement au forum, par drainage. Les tombes se vident. Cela veut dire que la richesse va s'investir ailleurs, notamment dans ce qu'on pourrait appeler des équipements urbains. Nous sommes donc au VIe siècle, et là on tient à coup sûr une ville. Il y a donc des moments importants autour du Xe siècle, d'autres autour du VIe siècle, mais on a sauté le 21 avril 753. La fondation, au sens propre, n'a pas eu lieu. Donc nous voilà au sol. Ce sol, il est archéologique. C'est celui qui porte les empreintes du temps. Mais nous voilà aussi au sol du point de vue politique. Si le sol est politique, Rome doit commencer ailleurs. Rome doit commencer avant. Nous devons revenir à Énée, tel Auguste qui, pour asseoir sa grandeur, avait ramené à lui le mythe des origines. Il nous faut lire l'Énéide du poète Virgile. Je vais chanter la guerre, et celui qui, exilé, prédestiné, tout a commencé par lui, vint des parages de Troie pour aborder à Lavinium. C'est ainsi que commence l'Énéide, comme un chant grec, comme une épopée homérique. Énée va naviguer comme Ulysse, puis il va se battre comme Achille, mais contrairement à l'Odyssée, l'Énéide n'est pas le chant du retour, c'est le chant du passage. Le poème de l'exil. Énée ne reviendra pas à Troie, il s'arrête là, à Lavinium. Parce qu'Énée s'y arrête, Lavinium est désigné par la communauté romaine comme son origo, c'est-à-dire comme ce point d'ancrage hors de la ville que tout nouveau citoyen romain se voyait attribuer. L'origo n'est pas l'origine. Il ne s'agit pas d'un lieu de naissance, mais d'une fiction juridique qui signifie que chaque Romain vient toujours d'ailleurs. Et ça veut dire que, d'une certaine manière, la grandeur de Rome est là. Les Romains, pour être Romains, doivent accepter l'idée qu'ils viennent toujours d'ailleurs, qu'ils sont étrangers, et que cette altérité est constitutive de leur identité. Et c'est pourquoi tous les Romains doivent regarder en face cette histoire, leur propre histoire, celle qui les fait étrangers à la ville qui les accueille et dont ils acceptent, au fond, de chanter la légende. Et pendant ce temps-là, dans le monde, les plus grandes villes du monde sont alors en Chine. Xi'an, capitale des Chu, et bientôt Luoyang, dès lors que la période dite des printemps et automnes érode le pouvoir de la dynastie. Reste que le grand mouvement d'essaimage urbain est méditerranéen. Carthage, Syracuse, Mégara Ibléa. En Méditerranée occidentale, mais aussi en mer Noire et en Libye, l'élan de colonisation fixe les cadres politiques et les formes urbaines de la cité grecque. Le monde grec se chante avec Hésiode et Homère. Il se prépare pour les 7e Olympiades, qui auront lieu en 752. Jusqu'en 736, les Messéniens écrasent le concours, raflant toutes les médailles, qui ne sont d'ailleurs pas des médailles, mais une couronne d'olivier sauvage et un ruban de laine rouge récompensant les champions. Le premier dont on conserve le nom est Messénien. Il s'agit de Daïclès. Alors on pourrait dire que pour l'historien c'est simple. L'histoire de la fondation de Rome, c'est l'histoire de la fondation du mythe de la fondation de Rome.
et tout le reste est hors champ de l'histoire. Tout le reste serait le domaine du mythe. Mais en même temps, ce sillon, il a bien été creusé quelque part. Alors, on peut croire qu'on en trouve une trace dans le sol romain, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a laissé une trace dans l'imaginaire des hommes et dans l'imaginaire politique. Et que cette image, elle arrive jusqu'à nous. Cet événement, c'est un avènement. Ce qui advient ce jour-là, c'est évidemment une croyance. C'est la croyance en l'idée même qu'il puisse y avoir un premier jour.